Je n'aurais dû pas le faire. Un avocat était présent, il est à ma gauche. Entendant un procureur général présentant les excuses et demandant pardon parce qu'avoir initié un dossier politique. Je lui dis, moi je vous pardonne parce que je suis chrétien. Maintenant, vous clôturez ce dossier dans combien de temps? Il dit, dans la semaine qui suit, je clôture les dossiers parce que, sincèrement, ma conscience est chargée. Heureusement, je n'étais pas seul, j'étais avec un témoin qui est devant vous. Honorable président, estimé membre de la Cour, je suis reçu le lendemain par un avocat général près la Cour constitutionnelle qui est dans la salle aujourd'hui, devant vous, qui fait signer les PV indiquant que tous les documents relatifs au paiement des 140 millions de dollars américains ont été trouvés. L'avocat général, collaborateur de Jean-Paul Mukolo Konkesha, procureur général, est dans la salle ici. PV signé en présence de l'avocat Laurent Onyemba ici dans la salle. Il dit, Monsieur le Premier ministre, ce dossier est clos, on va vous écrire et vos immunités vont être retournées parce qu'elles ont été levées de manière politique. Honorable Président, jusqu'au moment où je vous parle, ce dossier n'a jamais été clôturé. L'avocat général qui est dans la salle a refusé de me remettre ces PV signés par lui et par moi, devant témoin. Pourquoi je soulève cette question, honorable président? J'ai demandé votre patience. Parce que, sixième violation de la Constitution, le procureur général Jean-Paul Mukolo Konkesha dira à beaucoup de gens, comme je tiens absolument à les condamner, ces messieurs, il faut que j'utilise un raccordement frauduleux pour dire que ces immunités ont été levées et je vais fixer le dossier Boukangalonze. Honorable président de la Cour, estimé membre de cette prestigieuse Cour, qu'est-ce que je n'ai pas subi comme violation des droits de l'homme par cet homme? Il me recevra dans son bureau pour me dire, honorable président. Non, écoutez. Non, il faut que je vous dise. Non, non, écoutez. Il y a le procureur général près la Cour constitutionnelle et à monsieur tel. Okay. Or là, il agissait en tant que procureur général près la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Restez à cette fonction-là au lieu d'individualiser le problème. En tant que personne, il ne pouvait même pas vous appeler. Il ne pouvait pas. Mais c'est dans cette fonction-là. Merci beaucoup. J'ai été reçu par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il me dira ceci. Monsieur le sénateur, je suis prêt à vous laisser partir en soins médicaux parce que j'ai été empoisonné dans ces bureaux ici de la Cour constitutionnelle, mais à condition que vous puissiez accepter de comparaître sur le dossier Boukangalonze. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de pont entre les dossiers des biens aérianisés dont vous venez de clôturer par un PV dûment signé avec présentation des excuses et des demandes de pardon sur un dossier sur lequel le Sénat s'est prononcé. Il dit, si vous ne voulez pas accepter, vous n'aurez jamais l'autorisation pour aller en soins médicaux. Je ne suis jamais allé en soins médicaux, honorable président. Là n'est pas le problème. Septième violation de la Constitution. Il y en a combien? Je vais résumer même à 10. Je vais m'arrêter à 10. Parce qu'il y en a 44. Non, quand même. Il y en a 44, honorable président. Vous êtes un homme de droit. Il y en a 44 violations. Mais je vais me limiter à 10. C'est bien. Septième violation de la Constitution. Votre prestigieuse Cour examine les dossiers et se déclare incompétente
pour mes juges. RP 0001. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, enverra les dossiers de sa propre initiative au parquet près la Cour de cassation, qui après examen écrira au président de la République, la lettre est connue pour dire la Cour de cassation, qui au préalable, honorable président, avait examiné ces mêmes dossiers avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle, qui s'était déclarée incompétente, s'est déclarée pour la deuxième fois incompétente, et le procureur général, près la Cour de cassation, demandera de classer les dossiers sans suite. 9e violation de la Constitution. Sans que je sois entendu, le dossier a été fixé à la Cour de cassation. Comme vous le savez, la Cour n'a pas été à mesure de se déclarer incompétente parce que le procureur général avait déjà déclaré cette incompétence. Incompétente. 10e violation de la Constitution, honorable président, estimé membre de la Cour, ce dossier va être transféré, retransféré à la Cour constitutionnelle, qui après examen produira l'arrêt 18-16 que vous connaissez. Je voudrais terminer sur cette question, honorable président, c'est en appeler à votre sens élevé de la justice, parce que nous sommes en dernier ressort et que vous êtes le berceau de la protection de la Constitution. Du point de vue politique, là je vais aller très vite. Ce dossier, il est politique. La Cour ne reçoit pas les points de vue politiques, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup, honorable président, pour votre meilleure attention. Merci. Vous voulez intervenir? D'accord, c'est votre droit. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour. Je voulais juste rencontrer la préoccupation qui a fait état d'un raccordement frauduleux pour saisir votre juridiction. Il n'y a jamais eu de raccordement frauduleux parce que, après que la Cour de cassation se soit déclarée incompétente, le parquet général avait rédigé ces réquisitions afin de lever des immunités du sénateur Matata Ponyo, prévenu par devant vous. Et la suite qui a été donnée à ces réquisitions est consignée sur un document qui se trouve être au dossier, relativement à ces dossiers Boukangalos. Je voudrais aussi relever le fait qu'il n'y a pas eu acharnement sur le prévenu Matata Ponyo par le parquet général près la Cour constitutionnelle. Pourquoi je l'ai dit? Cette affaire prend naissance à l'initiative du prévenu Matata Ponyo lui-même, qui écrit à l'inspection générale des finances, alors que les rumeurs enflaient dans l'opinion publique, il y avait détournement. Il écrit, et qu'est-ce qu'il dit? Il serait dès lors, je prends juste le paragraphe pertinent, recommandable, au regard des appréhensions de mauvaise gouvernance évoquées précédemment, que l'inspection générale des finances se saisisse du dossier, contrôle l'ensemble des comptes inhérents à ces projets dès les débuts des travaux jusqu'à ce jour, afin que toute la lumière soit établie sur l'ensemble des opérations financières liées à ces projets et que toutes les responsabilités des détournements éventuels des fonds publics soient établies. Après que l'inspection générale des finances ait fait ces constats, il transmet, suivant la procédure, les constats aux prévenus pour ces observations. Et voici ce que les prévenus mentionnent comme
nous avons eu à le mentionner dans les notes précédentes, et c'est toujours mieux de le rappeler, la primature et les chefs du gouvernement n'étaient nullement impliqués dans la gestion des fonds de ces projets. C'est l'entreprise Africom qui était seule responsable de l'exécution technique et financière du projet sur base d'un contrat d'immense signé entre elle et quatre membres du gouvernement. La primature n'en était pas signataire. Et plus loin, les mêmes prévenus affirment, l'entreprise Africom affirme que tous les fonds qu'elle a reçus de la Banque centrale ont été affectés à l'exécution du projet. Elle niait de manière catégorique avoir rétrocédé directement ou indirectement une part quelconque de ces fonds à la primature, encore moins au chef du gouvernement de l'époque. Il serait indiqué d'avoir cette confirmation de l'entreprise Africom et de le mentionner dans les rapports finaux, car en effet, le peuple congolais a besoin de savoir s'il y a eu effectivement détournement des fonds et si oui, qui en était le bénéficiaire. Nous ne l'avons pas été. S'agissant d'une éventuelle surfacturation, c'est le prévenu qui dit, évoqué dans votre feuille d'observation, seule l'entreprise Africom a la responsabilité d'y répondre, étant donné qu'elle avait seule le pouvoir contractuel d'acquisition de l'ensemble des équipements. Après ces observations, l'inspecteur général des finances transmet en tant qu'OPJ, à compétence restreinte, il transmet au parquet les dossiers. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous transmettre 6 juin pour compétence et disposition la note d'officier judiciaire de police judiciaire établie par les inspecteurs généraux des finances à l'issue de la mission de contrôle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Mission effectuée. Les faits infractionnels qui sont brièvement décrits dans cette note sont détaillés dans les rapports élaborés à l'issue de cette mission avec en appui les pièces justificatives sur base desquelles l'équipe de contrôle a fondé ces constatations. Elle reste ainsi à votre disposition pour tout complément d'information. Et en marge des procès-verbaux transmis, les prévenus qui sont retenus sont ceux-là qui sont devant vous. Et c'est à l'issue de cette procédure que le parquet général, après bien sûr l'instruction, a saisi votre cour après avoir suivi toutes les procédures bien sûr constitutionnelles qui sont prévues. Ou est-ce qu'on peut dire que c'est l'initiative acharnée du procureur général contre les prévenus? C'est à son initiative et j'ai voulu mettre cet accent pour qu'on n'insiste pas trop sur cette histoire du parquet général qui se serait acharné. Avant de répondre, vous constaterez que la Cour était composée de 8 membres, là nous sommes 7. Ça ne préjudicie en rien la continuité de l'audience. Vous savez tous que à la Cour, le quorum est au moins 7. Au moins des 7 juges, conformément à l'article 6, alinéa 3 de notre règlement intérieur. Donc ce n'est pas comme dans les juridictions ordinaires. Ici, nous pouvons continuer normalement parce que nous gardons les quorums. D'accord. À l'intention de monsieur le greffier, acté qu'en ce qui concerne toutes les exceptions soulevées, la Cour fait application de l'article 26 du Code de procédure civile. Elle joint toutes ces exceptions au fond et va poursuivre l'instruction de la cause. C'est plus cette décision, c'est de l'aveu même du prévenu et même des conseils que cette cause a
beaucoup duré. C'est normal que nous puissions avancer afin qu'au moins toutes les parties soient fixées sur leur sort. Ainsi dit, nous allons continuer l'instruction de la cause. Oui, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable de la Cour, Monsieur le Ministère public. Nous sollicitons pour Monsieur Matata une remise en vue de nous permettre de suffisamment préparer la défense au regard du volume du dossier. Nous avons donc épuisé les énergies que nous avions pour présenter les exceptions. Il va du droit sacré de la défense que nous puissions à nouveau nous ressourcer en vue d'entamer l'instruction d'un dossier aussi technique. Nous avons dit. Merci, maître, mais nous revenons sur vos propres déclarations. C'est vous qui fustigez que l'affaire a trop traîné. Vous aviez même parlé en termes d'années. Or, vous savez très bien que depuis 2023, s'il y a eu cette longue remise, c'est tout simplement parce que la Cour voulait respecter le droit de votre client. Il était candidat aux élections. Et juste après, la Cour était aussi butée à un autre problème. Il y a 2 juges dont les mandats étaient arrivés à terme. La Cour ne pouvait pas se permettre de siéger avec eux. On attendait que toute la situation soit régularisée. La 3e raison, c'est que nous ne sommes pas au civil, nous sommes au pénal. Le temps qui a été pris, je ne pense pas, ou la Cour ne pense pas que c'est aujourd'hui, après cette remise demandée. Aussi longtemps que prévu et plus loin que ça, au regard de la batterie d'exceptions que nous avons soulevées. Vous avez, à votre niveau, joint ces exceptions au fond en application de l'article 26. Nous voulons, et c'est conformément au droit de la défense, nous voulons, bien sûr, tenant compte du caractère pénal de ce procès, obtenir une remise en vue de nous préparer cette fois-là pour l'instruction. Donc, nous disons la même chose, mais aussi nous sommes très attentifs et c'est l'occasion pour vous remercier pour tout ce que vous avez dit par rapport à la durée que ça a pris. Nous ne prenons pas ça au mot, au regard de la durée au sens Maître, des dates. les arguments donnés valent pour les civils. Oui. Au pénal, tout en respectant le droit de la défense, il appartient à la juridiction qui instruit de constater si il y a lieu de remettre ou de ne pas remettre. Absolument. Ce qui fait que la demande est faite, mais c'est la Cour qui vous répond qu'aujourd'hui, nous commençons l'instruction. Chemin faisant, si nous trouvons que nous devons accorder une remise parce que nous sommes tous dans un même bateau regardant dans la même direction, il n'y a aucun problème. Commencer l'instruction ne veut pas dire terminer l'instruction. Et surtout qu'aujourd'hui, quand on commence l'instruction, la Cour pose des questions aux prévenus qui sont assistés, ce n'est pas aux avocats. Monsieur le Président, je prends la parole pour la dernière fois, humblement. Vous remarquerez que la Cour ne vous a pas accordé la dernière fois. Je sollicite, Monsieur le Président. Elle n'a pas accordé. Nous sommes au pénal et je crois que vous n'allez pas empêcher à la Cour, après l'avoir vilipendé, de traîner les pieds, vous n'allez pas empêcher à la Cour de commencer l'instruction. Nous commençons l'instruction, maître. Acceptez au moins de vous incliner devant la décision de la Cour. C'est en cela qu'il est court. C'est en cela qu'il est court. Je ne peux pas parler si vous n'avez pas accordé la parole, Monsieur le Président. Vous venez de parler, maître. Non, on commence l'instruction ensemble. Nous allons voir à quel moment il faudra. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème de... Vous avez eu tout ce temps-là, et je crois même il y a un mois, nous avons dit à toutes les parties que vous avez suffisamment de temps. Suffisamment de temps. Faisons en sorte qu'à la prochaine remise, nous puissions avancer quant à l'instruction. C'est ce qui a été dit la fois passée.
Monsieur le greffier, je crois que c'est cela. Nous avons même la feuille d'audience. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est vous qui avez décrié le fait de l'élasticité de la procédure. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Je vous promets que je ne parlerai plus après. Monsieur le Président, l'avocat n'est que le porte-parole du client. Je ne parle pas de moi. Et je tiens à rappeler à l'Auguste Cour que vous avez rappelé ici que du haut de vos 35 ans d'expertise et de profession, les incidents, ça ne fait que des choses qui passent. Mais ça ne me rassure plus à partir du moment où vous venez de me rappeler que nous avons vilipendé la Cour. Est-ce que, comme avocat, je me sens toujours dans la peau et mentalement prêt à entamer une instruction d'un dossier avec autant de pièces? Ce que je vous dis, je vous l'ai dit au nom de mon client qui est épuisé, qui est parti de celui à 5 heures. Nous voulons, parce que c'est lui l'acteur principal de ce procès, solliciter, Monsieur le Président, au nom du droit de la défense, qui est un droit sacré, solliciter même une courte remise. Que la Cour préserve et respecte. Le droit de la défense a été toujours sauvegardé et respecté par la Cour constitutionnelle de votre pays. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va faire exception. Mais elle vous dit tout simplement ceci. Vous avez sollicité, cela n'empêche à la Cour de commencer l'instruction. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça va entraver. Fatigués, nous le sommes tous. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne sais pas si devant cette cour, le mot préalable a un sens différent de ce que nous en avions, de ce que le commun des mortels peut en avoir. Le préalable, en d'autres termes, ce sont des conditions sans lesquelles la procédure ne saurait aller au fond. Sinon, il serait insensé de donner aux justiciables le droit de soulever des exceptions. Ça s'appelle préalable parce que ce n'est pas réalisé, la procédure ne saurait continuer. Je ne pense pas que au niveau de la plus haute cour de la République, siégeant exceptionnellement en matière pénale, conformément à la Constitution, nous nous trouvions dans une situation où les justiciables de cette cour, accusés de faits d'une gravité particulière, seraient privés d'entendre les réponses aux moyens qu'ils ont soulevés, parmi lesquels des moyens d'ordre public dont vous avez l'obligation de formuler d'office par vous-même et à défaut de le faire, de répondre aux parties qui les ont soulevés. Nous ne pensons pas qu'en ce moment-là, nous nous trouvons dans un cadre de nature à nous assurer la sécurité juridique nécessaire. Non, écoutez. Non, maître. Écoutez. Non, vous allez parler. Parce que vous voulez parler, vous allez parler. La seule obligation qui se place devant la Cour, c'est l'obligation légale. Tous nous savons que la Cour a été saisie des mêmes préalables. La Cour a déjà répondu, c'est connu. Il n'y a rien de nouveau. Mais si vous revenez avec les mêmes préalables, parce que c'est un autre prévenu, c'est votre droit. Mais la loi permet, c'est la loi qui le permet, on n'a pas inventé. Pourquoi ne pas reconnaître au moins que c'est une exigence légale? La Cour peut joindre ces exceptions au fond et continuer. Vous le savez aussi parce que vous dites qu'il y a des moyens d'ordre public. Même si ces moyens-là n'étaient pas soulevés, avant, même après instruction, avant de plancher quand on fond
toute juridiction regarde d'abord les conditions de forme. Et dès que nous trouvons que sur le plan de forme, il y avait des moyens relevants, on ne va même pas arriver au fond. Je ne vois même pas en quoi est-ce que cette situation-là peut perturber. Je ne vois pas. Oui, maître. Monsieur le Président, mon client me demande de vous faire constater que lorsque le ministère public avait pris la parole, il nous a laissé entendre que, après la décision intervenue à la Cour de cassation, le parquet général a saisi la chambre à laquelle il appartient, qui lui a autorisé, n'est-ce pas, de les traîner devant vous. Que de ce fait, il estime que le dossier a évolué et qu'il joue au dossier de pièces qu'il ne connaît pas. Il est important qu'il puisse les découvrir. Comme ça, il va se battre avec l'accusation pièce contre pièce. Au jour d'aujourd'hui, il suffit de le voir. Il n'a aucune pièce sur lui. Et c'est son procès. Il est concerné dans sa chair, dans sa peau. C'est à lui que vous allez poser des questions et c'est lui qui va vous répondre, pas les avocats. Les avocats vont devoir se taire. Ils n'auront pas le droit de lui souffler quoi que ce soit. Supposons que vous abordiez l'instruction ici et maintenant et que vous lui opposiez une pièce ou que l'accusation lui oppose une pièce qu'il n'a jamais vue. Comment va-t-il réagir face à la question de la Cour ou même de l'accusation? Nous voulons être sereins et aborder l'instruction en toute sérénité. Nous sommes au pénal. Est-ce que vraiment vous pouvez prétendre qu'il y aurait des pièces dans le dossier que votre client n'a pas vues? Tout à fait. Or, nous savons comment le compulsoire se fait au pénal. Nous le savons. Il y a la pièce à laquelle le ministère public Non, a fait allusion. ne rentrons pas pas dans cela. Au pénal, nous savons comment on consulte les pièces. Le dossier est au greffe. Je l'ai fait 72 heures avant. Mais bien sûr. Mais comment est-ce que vous allez prétendre qu'il pourrait y avoir... S'il y a une question qui a trait à cela, vous allez relever. Hein? Le dossier est là, le dossier est connu. Au pénal, ce n'est pas qu'on va vous communiquer les pièces, le compulsoire se fait au greffe. Tout à fait. Oui, maître. Honorable membre de l'Auguste Cour, si je prends la parole, c'est pour le compte de M. Christophe Grobler, le deuxième prévenu. Monsieur le Président, en fait, notre client n'habite pas Congo. Il n'habite pas Kinshasa, il habite l'Afrique du Sud. C'est aujourd'hui que le client est arrivé ici à Kinshasa. Monsieur le Président, en fait, on lui a accordé la parole, qu'il termine. Vous êtes encore là, vous savez très bien qu'on vous donne la parole. Il n'y a aucun problème. En fait, Monsieur le Président, nous sommes devant vous en tant que juge pénal. Ce n'est pas nous les avocats qui sont poursuivis, c'est le client qui est poursuivi. Nous avons compilé les dossiers, nous en avons la maîtrise. Mais nous ne serons plus à mesure de répondre à vos questions. C'est ainsi que... C'est vous, votre client. Nous, avocats, nous avons compilé. Le client n'a pas compilé. Il vient d'arriver. Non, parce que vous dites que vous êtes prêt à répondre à nos questions. Non, nous ne sommes pas à mesure de répondre parce que nous ne sommes pas poursuivis devant vous. C'est le client qui est poursuivi. C'est ainsi que nous voulons demander votre indulgence, une clémence de l'Auguste Cour, pour permettre notre client d'entrer en contact avec le dossier des pièces. Comme c'est une infraction de détournement, c'est une infraction des pièces de justification, de fonds. Donc, c'est souhaitable et qu'il ait de bons droits pour des raisons d'équité, pour des raisons de bon sens. Pourquoi pas dire pour des raisons liées aux droits de la défense, Monsieur le Président, de nous accorder même à la huitaine le temps pour cet expatrié qui est venu ici chez nous au Congo, qui doit comparaître devant vous, de s'imprégner des pièces que nous avons mises à sa disposition, de réagir et venir vous répondre, Monsieur le Président. Oui, maître Nyabinou, vous aviez demandé la parole. La Cour vous demande de fixer
ouvrir la porte pour la première prévention à l'égard de Matata Ponyo Mapon et Globler. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour. La première prévention telle que libellée à notre requête porte sur, tu peux prendre un peu les La requête. Merci, Monsieur le Président. Nous poursuivons les prévenus Matata Ponyo et Globler Clistro pour avoir, je lis les libellés en espèces, avoir à Kinshasa, ville de Sénou, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date précise, mais entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique agissant par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, notamment Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le premier cité, et dirigeant de la société Africom Commodities pour les secondes cités, détourné par plusieurs moyens, notamment par l'octroi des avantages financiers, la surfacturation, par la constitution des sociétés d'écran, les détournements des procédures et par la non-exécution des travaux d'aménagement de la route du site et la non-construction des écoles de formation et d'autres ouvrages, la somme globale équivalente d'enfants congolais de 115 997 106 $ américains qui a été remise à la société Africom Commodities pour la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo, projet mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc, ça c'est le libellé que nous avons formulé pour retenir effectivement la prévention et détournement qui a été mise à charge des prévenus, donc fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 2013. Je voudrais, Monsieur le Président, relever à votre haute cour que ces détournements, nous l'avons stigmatisé au niveau de plusieurs manœuvres, dont le premier cas, comme manœuvre de détournement, concerne quelques cas de surfacturation. Nous avons effectivement, et d'abord il y a un préalable parce que au dossier il est versé un relevé des sommes versées en faveur du parc agro-industriel de Bukangalonzo, relevé qui a été établi par les ministres de l'époque Célestin Sélé Yala Goulé. Il est apparu, Monsieur le Président, que un montant global de 280 millions de dollars avait été libéré en faveur du projet agro-industriel de Bukangalonzo, dont 278 884 080 $ du Trésor public et 1 115 116 provenant des interventions du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle. L'enquête sur tous les sites révèle que de ces montants, seule la somme de 34 millions a été affectée aux activités du projet agricole agro-industriel de Bukangalonzo, soit une différence de 205 845 493 $ non justifiés ou, pour les cas qui nous concernent, détournés par diverses utilisations frauduleuses suivantes. Première utilisation frauduleuse, ce sont des cas de surfacturation.
nous avons fait une approche comparative des prix selon qu'ils sont fixés par les fournisseurs et les prix qui nous ont été fournis par les prévenus pour justifier l'utilisation des fonds. Vous avez, par exemple, la facture numéro 10-15 pour l'acquisition d'un matériel au bénéfice du projet agro-industriel de Bukangalonzo pour un montant sur la facture du fournisseur de 165 375 $, mais le montant fourni pour justifier par les prévenus est de 565 500 $, soit une différence de 398 000 $ américains. Une autre facture qui j'ai au dossier évoque les prix du fournisseur évalué à 495 880 $, alors que les prévenus nous produisent une facture de 1 237 544 $, une différence de 741 664 $. Merci, Monsieur le procureur général. Je crois que la Cour préfère qu'on s'arrête à ce niveau-là pour le moment. Prévenu Matata, la première préoccupation, c'est de savoir si vous confirmez qu'un montant de 204 902 042 $ a été libéré par le Trésor public et remis à la société Africom Communities pour la gestion du parc Bukangalonzo. Honorable Président, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de réagir à l'intervention du ministère public. Je reste dans la logique des collectifs de mes avocats parce qu'il s'agit bien d'un domaine des chiffres. J'ai suivi le procureur général décrivant tous les chiffres et je crois que les chiffres ont ces potentiels de précision. Et donc, je ne me vois pas comment réagir, raison pour laquelle j'ai dit je me joins dans la philosophie des collectifs de mes avocats pour demander une remise. Cette remise, honorable président, se justifie par les droits de la défense. Nous nous sommes préparés pour présenter les exceptions sur la forme et l'irrécevabilité, sur la Constitution. Comme vous l'avez vu, il s'agissait d'un document bien élaboré parce que cette partie précède l'examen du fond. Donc là, nous ne sommes pas préparés et je crois que les droits de la défense que vous avez évoqués vous-même ici recommandent en ce que l'accusé puisse se préparer et pour pouvoir répondre à ces chiffres. Ces chiffres sont évidemment dans un rapport du parquet général. Moi, je ne les ai pas ici. Je n'ai même pas de documents. Je n'ai même pas préparé sur ça. Pas parce qu'on n'a pas respecté l'honneur de cette haute cour, mais tout simplement parce que nous nous sommes focalisés sur l'examen des questions de forme. Votre avocat a dit qu'il y a 72 heures, il a compulsé le dossier. Il a compulsé sur la forme et non pas sur le fond. Honorable Président, je sais que vous n'êtes pas financier, vous êtes juriste, c'est un domaine un peu différent, mais les domaines des chiffres, les domaines de la finance nécessitent absolument la précision. Et donc, tout ce qu'il a dit, c'est très beau, il s'est préparé, mais pour pouvoir répondre, il faut examiner les chiffres, il faut examiner les rapports,
de la Banque centrale, les rapports de l'inspection générale des finances, les rapports de la primature, les rapports de la société African Commodities. Ça ne peut pas se faire en un seul jour, et encore moins en 2 jours ou en 3 jours. Ce serait vraiment vous tromper que de dire on peut répondre à ces préoccupations si vraiment on reste dans la rigueur professionnelle d'un financier. Monsieur Prévenu Globler, vous avez une idée du montant global que vous aviez reçu pour la gestion du parc Bukangalunzu? Do you have an idea on the amount that you received on the project, the management of Bukangalunzu Park? Yep. No, you can speak. Monsieur le Président, yeah, you can hold yourself. I have mine, yes, yeah. When I got here last night, Quand je suis arrivé ici la nuit dernière, I went through, obviously, all my files. j'ai parcouru le dossier. And my lawyer said to me this morning, this is the writ, and you must do it according to that. Et mes avocats m'ont montré l'acte d'accusation. Ils disent voilà, ça c'est l'acte d'accusation et vous devez le parcourir pour vous imprégner de ce qu'on va vous dire à la cour. So I didn't understand because on the writ it says I was the managing director of African Commodities. Il y a un détail que je n'ai pas compris parce que dans l'acte d'accusation, on Interprète, parle un peu. Oui. Le greffier doit acter. Ah, ok. Voilà, dans l'acte d'accusation, je me suis rendu compte que on m'a donné la qualité de directeur alors que je n'étais pas directeur à ce moment-là. I had told the magistrate when I was questioned by him that I wasn't the director of African J'avais Commodities. dit au procureur lorsqu'il m'avait interrogé que je n'étais pas directeur à ce moment-là. So during that period, I wasn't the director of African Commodities. Pendant cette période-là, je n'étais pas le directeur de Africom. So I don't know how I can help the court. Alors je ne sais pas comment est-ce que je peux aider la cour. I didn't work with the money. I was just a local guy looking after the businesses in the Congo. Donc j'étais juste représentant, donc je n'avais pas le pouvoir de... Je n'étais pas directeur. Il était représentant ici en RDC. Oui. Yes, Représentant yes, pays yes. de Africom. I'm from 2000. Il était délégué, représentant délégué, Africom pays ici au Congo. From 2021, C'est depuis 2021 I've been a director, qu'il est devenu directeur. but not at that stage. En Mais tant que pas délégué de la société sud-africaine, quand le marché a été conclu, c'est lui qui l'a fait ou bien c'est sa direction au niveau de l'Afrique du Sud? Okay, when the contract was, when there was a deal, so did you sign or is it your director that signed the contract? Was it you or your director that signed? The director signed, Yeah, le directeur avait signé and I signed with him, but the director et il a signé signed, avec yes. lui. D'accord. Y a-t-il d'autres préoccupations?